OK, alors on est maintenant au cours 2. Donc, la semaine passée, on a regardé un projet avec des cash flows qui étaient certains pendant 3 périodes et on a calculé la valeur de ce projet. Mais on a utilisé un taux d'intérêt, je pense qu'on a utilisé 16 ou 12 la semaine passée. 16 5. 16? OK, alors on a utilisé 16 D'où vient ce 16 OK, alors le 16 le coût du capital d'une firme, le taux d'intérêt qu'elle utilise pour mesurer la valeur de tous ses projets, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement d'une compagnie. Alors, quand on dit financement, on dit soit de la dette, soit des fonds propres. Et quand on dit de la dette, ça peut être tous les passifs imaginables. Alors, des comptes à payer, des notes payables, la partie courante de la dette à long terme, dette à court terme, dette à long terme. Ça pourrait être le régime de retraite, le passif actuariel du régime de retraite. Toutes les sources de financement ensemble, on va appeler ça dette. Tous les passifs, on va appeler ça dette et on va assumer qu'il y a un taux d'intérêt. Alors, dans le cas le plus simpliste, nous, on peut tout simplement assumer que la seule source de dette d'une firme, c'est un emprunt bancaire, mais généralement, les compagnies ne vont pas emprunter à la banque, ils vont émettre des titres qu'on appelle des obligations corporatives. C'est comme des bons du Trésor, sauf que les bons du Trésor, tu ne payes pas de taxes sur les intérêts, sur les bons du Trésor. Les obligations corporatives, tu dois payer des taxes parce que c'est des revenus. Euh, deuxièmement, les coupons, les dividendes ou les coupons d'une obligation corporative sont généralement payés 2 fois par année. Nous, on va simplifier la tâche, on va dire 1 fois par année. Donc, quand on va dire dette pendant la session, imaginez que la compagnie elle a emprunté, soit disons 1 million de dollars, à un certain taux d'intérêt. C'est la même chose que dire on a emprunté 1 million à la banque à un certain taux d'intérêt, à disons 4-5 Généralement, une compagnie, la première source de financement d'une entreprise, c'est le capital action. Alors, si vous pensez à Steve Jobs et Steve Allen il y a longtemps, ou Steve Wozniak, je veux dire, il y a longtemps, ces deux-là et un troisième partenaire ont commencé Apple Computer dans les années 70. Alors, ils ont commencé ça dans leur garage avec du capital action, de l'argent de leur poche. Soit en disant, le troisième partenaire, après 1 an, il disait, écoute, il ne voulait plus faire partie d'Apple Computer. Alors, il a demandé de se faire rembourser, puis Steve Wozniak puis Steve Jobs lui ont remboursé. Son investissement aujourd'hui vaudrait quelque chose comme 70 milliards de dollars s'il aurait resté avec Apple. Mais il n'y avait aucune banque qui était prête à prêter de l'argent à Apple Computer, donc toute la compagnie était financée par du capital action. Normalement, au début, c'est du capital action, alors des fonds propres. Et on a 2 types de fonds propres. On a soit des common shares, des actions ordinaires, et on a des actions privilégiées. Donc, si on regarde la diapo devant nous, les sources de financement d'une compagnie sont soit à l'interne ou à l'externe. À l'interne, c'est tes profits. Alors, tu as du cash qui rentre, ça, c'est tes profits. Et tu réinvestis ton argent et tu as des crédits d'impôt avec ta dépréciation. Alors, Depreciation Tax Shield. Alors, ton cash flow, généralement, c'est ton bénéfice net plus la charge de dépréciation. C'est tout l'argent qui est créé à l'interne par la profitabilité de la compagnie. Si la compagnie va à l'extérieur, soit qu'elle elle va émettre des titres, alors soit qu'elle émet des obligations corporatives, on va appeler ça de la dette, ou qu'elle va émettre des actions. Alors, il y a 2 types, des actions ordinaires et des actions privilégiées. Au cours 9, on va voir des titres convertibles, alors des warrants, alors des obligations convertibles. On va tout voir ça au cours 9. Alors, c'est des items spécialisés. Mais dans le principe, on a de la dette, des actions ordinaires et des actions privilégiées. Et on va assumer que la dette inclut tous les passifs. Alors, normalement, tes passifs, ça inclut tes comptes à payer, mais tu ne payes pas d'intérêt sur tes comptes à payer. Alors, tu as une composante qui est 0. Tu as de la dette. Alors, la dette peut-être du 6 Le régime de retraite, Deferred Long-Term Liability Charges en anglais, peut-être que le régime de retraite projette tous ses passifs à du 6 Alors, le coût de la dette, RD, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement. Nous, on va tout simplement se simplifier la tâche. Imaginez un emprunt bancaire à 6 le coût de la dette, c'est 6 Mais généralement, c'est des obligations corporatives qui payent un rendement de 6
OK, alors le coût du capital de la firme, le coût moyen pondéré du capital, ou en anglais, Weighted Average Cost of Capital, c'est une moyenne pondérée de toutes les sources de financement de la firme après impôt. Parce que les intérêts sur la dette sont déductibles d'impôt. Par contre, les actions, les dividendes sur les actions et les gains capitaux ne le sont pas pour la compagnie. Donc, le coût moyen pondéré du capital, ça va être le pourcentage, si on regarde la formule qui est ici en mots, le pourcentage de la compagnie qui est financée par de la dette, fois le rendement de la dette après impôt, plus le pourcentage de la compagnie financée par des actions ordinaires, des common shares, fois le rendement attendu des actionnaires ordinaires, plus le pourcentage de la compagnie qui est financée par des preferred shares, des actions privilégiées, fois le rendement ou le taux de dividende des actions privilégiées. Donc, W en anglais veut généralement dire weight, alors pondération. Quel est le pourcentage de la compagnie financée par de la dette? Donc, une compagnie est financée par les trois sources de financement: dette, actions ordinaires, actions privilégiées. Quel est le pourcentage de la compagnie financée par des passifs ou de la dette? C'est la valeur totale de la dette divisée par la valeur totale des actifs. Donc, le pourcentage de la compagnie financée par de la dette, c'est le montant total de dette divisé par les actifs totaux de la compagnie. Le rendement de la dette, c'est le taux d'intérêt. Alors, le taux de rendement sur les obligations corporatives, ou ben donc, si on pense à un emprunt bancaire, le taux d'intérêt à la banque. Par contre, les intérêts pour la compagnie sont déductibles d'impôt, on doit en tenir compte. C'est une erreur commune dans les examens, c'est qu'on va assumer que les gains capitaux sont déductibles d'impôt ou on va oublier la déductibilité des intérêts. Plus le pourcentage de la compagnie financée par des common shares. Alors, on regarde la valeur totale des common shares sur la valeur totale des actifs, fois le rendement des common shares. Aujourd'hui, on va revoir les deux modèles qu'on est censé avoir vus en finance 1, le modèle de Gordon, puis le modèle CAPM. Alors, c'est le rendement exigé par les actionnaires. À long terme, la bourse, on s'attend à du 10 %. Alors, le rendement attendu des actionnaires à long terme, en moyenne, serait du 10 %, plus le pourcentage de la compagnie financée par des preferred. Alors, ça pourrait être zéro, et c'est souvent le cas que c'est zéro, fois le rendement attendu des preferred shares. Alors, si on regarde une compagnie comme Apple, Apple, elle avait été financée entièrement par du capital à action parce que c'était une compagnie qui était beaucoup trop risquée. Personne ne voulait lui prêter de l'argent en 1970. Maintenant, Apple, en 40-50 ans, elle a fait beaucoup de profits. Donc, elle n'a jamais eu besoin d'émettre des actions privilégiées ou de la dette. Donc, aujourd'hui, 100 % de Apple est financé par les actionnaires ordinaires. Donc 100 % de la compagnie. Par contre, si on regarde une compagnie comme Walmart, généralement, 2/3 de la compagnie, d'une compagnie mature, si on regarde Ford, Walmart ou n'importe quelle compagnie qui est là depuis 150 ans, GE, la plupart des compagnies, 2/3 de la compagnie est financée par de la dette. Pourquoi? Le coût de la dette est de 4 %. Si les actionnaires s'attendent à du 20 % puis la banque, elle te charge du 5 %, tu vas préférer financer à du 5 %. Donc, on va voir au courant d'aujourd'hui qu'on maximise la valeur de l'entreprise lorsqu'on minimise le coût du capital. Et encore une fois, je répète, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent utiliser la valeur marchande des titres. Nous, on va regarder les états financiers, alors la book value, la valeur dans les états financiers, le balance sheet, le income statement, le statement of cash flow. Alors, le rapport, le bilan et le rapport des flux monétaires. C'est les trois états financiers qu'on va regarder. Pourquoi? Ça garde les chiffres relativement stables. Alors, si tu regardes une compagnie comme BlackBerry, à son meilleur, un titre de BlackBerry qui coûtait 160 $. Aujourd'hui, le prix de BlackBerry est de 8 $. Donc, c'est allé de 160 à 8 $ à l'intérieur d'un an. Alors, ton coût du capital, il va fluctuer pendant l'année. Alors, ça rend les calculs un peu plus difficiles. Moi, je préfère utiliser des valeurs au livre. Et alors, le pourcentage de la compagnie financée par de la dette, plus le pourcentage de la compagnie financée par des common shares, plus le pourcentage de la compagnie financée par des preferred shares devrait être égal à 100 %. Donc, généralement,
Les actionnaires, dans tous les cas, principalement, dans toutes les économies modernes et toutes les économies normales, un actionnaire devrait s'attendre à un rendement plus élevé que de la dette. Pourquoi? En cas de liquidation, les actionnaires sont les derniers à être payés. Et par contre, après qu'on a payé tout le monde, le bénéfice résiduel, il va aux actionnaires ordinaires. Alors, les actionnaires ordinaires prennent plus de risques, s'attendent à avoir plus de bénéfices. Donc, si le rendement ne se présente pas, c'est les actionnaires ordinaires qui mangent la claque en premier, les actionnaires privilégiés en deuxième, et finalement, s'il n'y a vraiment pas assez d'argent en cas de banqueroute, c'est les créanciers, alors tous les passifs qui sont payés en dernier. Donc, si on prend plus de risques, on s'attend à être payé en conséquence. Donc, si le taux d'inflation est de 3 vous allez remarquer que les obligations vont payer du 4-5 que les preferred vont payer du 6-7-8 et que les actions ordinaires vont, en moyenne, payer du 10 Un portefeuille diversifié investi à la bourse, à long terme, devrait faire du 10 Alors, le rendement de la bourse, on ne le connaît pas aujourd'hui, on va le connaître dans le futur, mais si on prend n'importe quelle tranche de 25 ans, alors 1950 à 1975, on va remarquer que si la bourse fait du 10, si le taux d'inflation est de 3 et la bourse fait du 10 il y a un 7 de rendement réel net d'inflation que historiquement, on peut remonter 300 ans, historiquement, la bourse, elle a payé du 7 de plus que le taux d'inflation. Alors, si on regarde en 1900, si on aurait investi en 1928 jusqu'à 1953, pour les 4 premières années des années 30, on n'avait pas d'inflation, on avait du déflation. Alors, le rendement de la bourse à court terme était négatif. Mais si tu regardais 1928 à 1953, je pense que le rendement de la bourse était de 15 mais le taux d'inflation sur ces 25 ans était de 8 Alors, net, on a fait du 7 Aujourd'hui, le taux d'inflation est aux alentours de 0 et la bourse te fait du 7 Alors, net, elle fait du 7 d'inflation. OK, alors j'ai expliqué que la plupart des entreprises, au départ, sont financées par du capital action. Dès qu'on a accès à des obligations corporatives, alors avant d'être capable d'émettre des obligations corporatives, on doit émettre des actions à la bourse. Alors, imaginez Facebook en 2012. Facebook avait beaucoup de petits actionnaires et 2 ou 3 gros actionnaires. Et la loi obligeait que si tu as 250 actionnaires d'une firme, tu dois être transigé publiquement sur le marché. Donc, Facebook, elle a fait un premier appel à des actions, du capital action. Alors, on appelle ça un IPO. Et avec cet argent-là, Facebook peut financer certains projets. Mais Facebook va probablement jamais faire une deuxième émission d'actions ordinaire. La prochaine fois qu'elle a besoin d'argent, elle va probablement émettre de la dette. Mais Facebook fait tellement de cash flow, elle n'a pas assez de projets pour son cash flow, alors probablement qu'elle ne sera jamais endettée. Un peu comme Amazon et Apple, c'est des compagnies qui n'ont aucune dette. Lorsque la compagnie croît, elle devient moins risquée. Alors, une compagnie qui a émis des titres déjà, alors la banque commence à être prête à te prêter de l'argent. Alors, la banque charge du 4, 5, 6 ou 7, 8 dépendant du risque qu'elle prend. Si toi, tu t'attends à faire du 20 mais tu es capable d'emprunter à du 5 tu as intérêt à emprunter que de mettre ton propre argent. Pourquoi? Il y a moins d'actions. Tu payes des intérêts, oui, mais par contre, tu as moins d'actions en circulation. Alors, moins d'actionnaires qui s'attendent à du 20 un plus gros pourcentage de la firme qui finançait du 5-6 Et on va remarquer qu'en s'endettant, de 0 à 10 on est capable de réduire le coût du capital et de même de 10 à 20, de 20 à 30. Par contre, de 60 à 70 d'endettement, maintenant, tu commences à être perçu comme risqué. Ton risque de banqueroute augmente et le taux d'intérêt va commencer à augmenter. Alors, si on te chargeait du 5 quand tu étais endetté à 0, puis tu voulais emprunter pour la première fois, on te charge du 5 Mais maintenant, tu es endetté à 70 tu t'es endetté davantage, la banque ne va pas te charger du 5 elle va te charger du 7, 8, 9 Alors, le coût du capital va baisser en s'endettant davantage et en rachetant des titres jusqu'à un certain point, puis par la suite, elle va commencer à grimper. Et la valeur de la firme, elle est maximisée lorsqu'on minimise le coût du capital. On va voir ça avec un exemple. Mais la semaine passée, on avait un exemple où est-ce qu'on avait un restaurant qui faisait 500 000 par année.
mais le coût du capital était de 25 %. Ça veut dire que 500 000 par année, investi à 25 % vaut aujourd'hui 2 millions, une perpétuité, une rente perpétuelle de 500 000. Si par contre, le taux d'intérêt est de 5 %, alors si je reçois 500 000 en perpétuité et j'escompte ça à du 5 %, mais ça veut dire que la valeur de cette perpétuité serait de 10 millions de dollars. Donc, vous voyez, la même entreprise, si le coût du capital baisse de 25 à 5 %, la valeur du restaurant monte de 2 millions à 10 millions. Donc, c'est la job du vice-président finance, en anglais, Chief Financial Officer, CFO. Lui, sa job, c'est de maximiser la valeur de l'entreprise de façon financière. Donc, si WACC, le coût moyen pondéré du capital est minimisé, on maximise la valeur de la firme. Alors, une compagnie vaut 1 million. Cette compagnie est financée entièrement par des actionnaires. Alors, 100 % de la compagnie est financée par des actionnaires. On va supposer des actionnaires ordinaires. Un projet d'expansion d'un autre 1 million peut être financé soit par un prêt à du 6 %, soit par une émission d'actions, un Seasoned Equity Offering. Alors, IPO, c'est la première fois que tu offres de l'argent. La deuxième fois ou la troisième fois ou la quatrième fois que tu offres du capital action, c'est un Seasoned Equity Offering. C'est généralement très mal vu par le marché. C'est pour ça que j'ai mis ça en note. On voit ça en plus de détails au cours 9. Et les actionnaires s'attendent à un rendement de 12,5 %. Le taux d'imposition de la compagnie est de 30 %. Quel est le coût de la firme, le coût du capital de la firme, si le projet est financé par des actionnaires? Donc, supposons que 100 % de la compagnie est financée par du capital action et les actionnaires s'attendent à du 12,5 %. Bien, ça veut dire que le coût du capital de la firme est de 12,5 %. Tous les cash flows futurs vont être escomptés à 12,5 %. Un peu comme on a fait la semaine passée avec du 16 %. Alors, ici, tous les cash flows futurs de cette firme vont être escomptés à 12,5 %. Si, par contre, on émet de la dette, alors le premier million est financé par du capital action qui paye du 12,5 %. Le deuxième million est financé par de la dette et les créanciers s'attendent à du 6 %. De plus, ce 6 % est déductible d'impôt. Ça veut dire qu'on paye 60 000 par année en intérêt, mais ce 60 000 réduit notre charge imposable de 60 000 fois 30 %. On réduit nos taxes de 18 000. Donc, on va payer 60 000 en intérêt, mais nos taxes vont baisser en conséquence de 18 000. Donc, si on paye du 6 % avant impôt, après impôt, on va payer 6 % fois 1 moins le taux corporatif. Donc, 6 % avant impôt, c'est comme 4,2 % après impôt. Regardons. Le rendement des actionnaires ordinaires, c'est 12,5 %. Le coût de la dette, le rendement de la dette, c'est 6 %, puis le taux corporatif est de 30 %. Le taux corporatif va tout le temps être donné. S'il n'est pas donné, ça veut dire qu'on connaît les taxes qui ont été payées l'année passée, qu'on connaissait le bénéfice imposable et on est capable de l'extrapoler. Mais généralement, dans 90 % des cas, le taux corporatif va être donné, 95 % du temps. Si le projet est financé par des actionnaires, alors 100 %, le 2 millions est entièrement financé, 100 % de la compagnie est financée par des common shares. Donc, les common shares s'attendent à du 12,5 %. Une petite note, si la compagnie était financée par du 12,5 %, le deuxième projet est généralement perçu comme plus risqué que les projets existants. On connaît les cash flows existants, mais les cash flows futurs sont hypothétiques, alors sont perçus comme plus risqués. Normalement, les actionnaires vont s'attendre à plus que 12,5 %. Alors, c'est pour ça que c'est mal vu par le marché. Alors, si tu assumes 12,5 %, des cash flows existants et des cash flows risqués vont être escomptés à du 12,5 %. Si le projet est financé par de la dette, le premier million est financé par des actions à du 12,5 % et le deuxième million est financé par de la dette à du 6 % avant impôt ou 4,2 % après impôt. Donc, 50 % de la compagnie sera financée par des common shares. 50 % de la compagnie va être financée par de la dette et cette dette, elle est déductible d'impôt. Donc, 50 % est financé par
des actions à du 12,5 %. Alors, 1 million du 2 millions de la compagnie est financé par des actions à 12,5 %. Et le deuxième million, alors la deuxième moitié de la compagnie, est financée par de la dette à 6 %. Net d'impôt, 6 %, c'est 4,2 %. Alors, 50 % de la compagnie est financée à du 4,2 et 50 % est financée à du 12,5. On ne tient pas, ici, on ne tient pas compte de l'inflation. Rendu au cours 4, je vais faire un petit à côté sur l'inflation. Ici, on va tenir compte de tous les taux d'intérêt connus en ce moment. Alors, net d'inflation, on va revenir à ça plus tard. Ce qui fait en sorte que le coût du capital de cette firme, 8,35 %. Donc, la même compagnie, si tous les cash flows futurs sont financés par du capital action, tous les cash flows futurs vont être escomptés à 12,5 %. Et si on emprunte, la moitié de la compagnie emprunte de la dette pour financer, tous les cash flows futurs vont être escomptés à 8,35 %. Maintenant, on paye un certain montant en intérêt. Généralement, dans nos calculs de cash flow futur, on ne va pas tenir compte de l'intérêt. Pourquoi? On tient compte de la déductibilité des intérêts dans le coût du capital. Alors, c'est comme si on serait en train de tenir compte des intérêts deux fois. N'oubliez pas aussi que tous les cash flows futurs, c'est des cash flows hypothétiques. Nous, on assume qu'ils sont certains pour notre examen intra. Alors, c'est la base de la gestion de projet. Mais en revenant pour l'examen final, les cash flows vont être incertains. Alors, si tu as déjà un élément d'incertitude, ajouter de la précision avec tes intérêts, surtout quand tu tiens déjà compte de la déductibilité, on va tout simplement se simplifier la tâche et assumer que la charge d'intérêt est de zéro. Donc, j'ai une question. oui. Quand on dit financé par la dette, comment on Ouais. choisit que c'est 50-50 Ben, %? la compagnie, elle a 1 million financé entièrement par du capital action et un deuxième projet qui coûte 1 million qui est financé par de la dette. OK, ouais, je comprends. OK, c'est bon. C'est bon? Ouais. Alors, si le projet est financé par du capital action, le premier million et le deuxième million est financé par du capital action, 12,5 %. Mais si le projet est financé par de la dette, parce que maintenant, les marchés de la dette sont ouverts à la compagnie, probablement que la compagnie, c'est quasiment certain que la compagnie va emprunter au lieu d'investir du capital action. Pourquoi? Tu réduis ton coût du capital sans avoir à émettre des titres supplémentaires. Donc, on va regarder ici une compagnie. La firme est taxée à 40 %. Alors, ça, c'est un exemple récapitulatif. Plus qu'une compagnie est endettée, plus que la banque ou les obligataires vont demander un rendement exigé, un rendement plus grand. Alors, plus que la compagnie est endettée, plus que la compagnie est perçue comme risquée. Plus de risques, je m'attends à plus de rendement. Alors, si je regarde cette compagnie, si elle a 0 % dette et 100 % actions ordinaires, mais la banque va assumer que le risque de cette compagnie pour des obligations est de 7 % et les actionnaires vont juste s'attendre à du 15 %. Mais être endetté à 10 % au lieu d'être endetté à 0 %, ça veut dire que 90 % de la compagnie est financée par des commons. La banque va charger du 8 % et les actionnaires, au lieu de s'attendre à du 15 %, vont s'attendre à du 16 % pour tenir compte du risque supplémentaire. Alors, si on part de 10 % à 20 % d'endettement, ça veut dire qu'on part de 90 à 80 actionnaires, capital action. La banque va charger du 9 %. Les actionnaires ordinaires vont demander du 17 % au lieu du 16 %. Alors, on remarque que plus qu'on prend du risque, plus que les rendements augmentent. Mais par contre, plus qu'on prend du risque, il y a deux choses. Un, le coût de la dette coûte généralement moins cher. Alors, à 10 %, on emprunte à du 8 % au lieu d'investir à du 16 % par les actionnaires. Donc, si je pars de 10 à 20 % des actionnaires qui demandent du 16 %, bien, il y a 10 % de la compagnie qui va demander du 9 % à la place et le restant de la compagnie va demander à du 17 %. Alors, notre coût du capital va baisser. Deuxième chose, le rendement de la dette
la dette, elle est déductible d'impôt. Alors ça, c'est 9 avant impôt. Après impôt, si on paye du 40 alors 60 du coût de la dette, c'est la valeur nette de cette dette. Donc, si on paye du 8 avant impôt, après impôt, c'est comme payer du 4,8 Pourquoi? On va avoir des escomptes, des économies d'intérêt. Alors, regardons cet exemple. Alors, le coût du capital, et on veut minimiser le coût du capital. À quel décile ou à quel dixième 10 à 10 le plus près, est-ce que notre coût du capital est minimisé? Et ça veut dire que tous les cash flows futurs vont être escomptés avec un taux d'intérêt inférieur, ce qui fait maximiser la valeur de la firme. Alors, si tous mes cash flows futurs sont escomptés à 50 je veux dire, tu escomptes avec un taux d'intérêt qui est énorme. Si tu escomptes tous tes cash flows futurs à 0 alors la valeur aujourd'hui de la firme, c'est tout simplement la somme de tous les cash flows futurs. Pourquoi? On n'a pas d'intérêt. Alors, plus que le taux d'intérêt est élevé, plus qu'on escompte fortement nos cash flows futurs. Donc, regardons aux différents déciles, alors aux différents 10 quel est le coût du capital? Si mon coût du capital est si mon niveau d'endettement de ma firme, alors j'ai 0 de ma firme qui est financée par de la dette. Ça veut dire 100 de ma compagnie, elle est financée par des common shares. Et à 0 d'endettement, les actionnaires ordinaires s'attendent à du 15 Alors, la compagnie, elle est entièrement financée par des fonds propres et les actionnaires s'attendent à du 15 Vous pouvez assumer que les preferred, il n'y a pas de preferred. Si par contre, je suis endetté à 10 ça veut dire que 90 de ma compagnie est financée par des actionnaires et 10 est financé par la banque. Alors, j'ai 10 de ma compagnie qui est financée par du 8 et 90 de ma compagnie qui est financée à du 16 Donc, 10 de ma compagnie qui est financée par de la dette à 8 Par contre, pour chaque dollar qui est versé en intérêt, j'économise 40 sous en impôts. Donc, 8 avant impôt, c'est comme 4,8 après impôt. Alors, 10 de ma compagnie, 10 de ma compagnie est financée à 4,8 Et j'ai 90 de ma compagnie qui est financée par des actionnaires qui s'attendent à 1 de plus qu'avant parce qu'elle prend un peu plus de risques. Alors, il y a un risque de banqueroute un peu plus élevé. Donc, ils vont demander du 16 Donc, en moyenne, toutes les sources de financement de cette firme à du 10 le coût du capital va chuter de 15 à 14,88 À 0 endettement, tous mes cash flows futurs sont escomptés à 15 À 10 d'endettement, tous mes cash flows futurs sont escomptés à 14,88 Alors, si on regarde, si on assume que les intérêts sont négligeables, alors la valeur exacte des intérêts, elle est négligeable, tous nos cash flows futurs vont être escomptés avec moins d'intérêts, alors la valeur actuelle va être plus grande. Alors, on a intérêt, au lieu d'être à 0 d'être à 10 Si on fait la même chose, si on part de 10 à 20 à 20 d'endettement, la banque va me charger du 9 avant impôt. Alors, la banque charge du 9 mais pour moi, après impôt, 9 ça vaut 5,4 après impôt. Alors, 20 de la compagnie, 20 de la compagnie est financée par des intérêts, par de la dette, après impôt qui vaut 5,4 Et 80 de la compagnie va être financée par des actionnaires qui s'attendent dorénavant du 17 Donc, mon coût du capital chute de 14,88 à 14,68 J'ai intérêt entre ces trois choix d'être endetté à 20 pour réduire mon coût du capital. Maintenant, je dis on a intérêt à s'endetter. On a intérêt à s'endetter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on s'endette, on prend plus de risques. Alors, Warren Buffett a déjà dit, Warren Buffett a très peu de dettes chez Berkshire Hathaway. C'est une grosse compagnie américaine qui est au Nebraska, à Omaha, au Nebraska.
Alors, Warren Buffett, c'est un des hommes les plus riches au monde. Il a tout le temps été depuis 35 ans qu'il est dans le top 10 au monde. Il vaut quelque chose comme 80 milliards. Alors, lui, il n'aime pas vraiment de la dette. Il adore accumuler de l'argent et tout d'un coup, quand il y a une bonne affaire, il saisit. Alors, de temps en temps, il fait appel à de la dette, mais c'est très rare. Si vous avez une question, je vous demanderai de me taper ça en chat et je vais essayer d'intégrer ça avec le cours. Par contre, si on a des projets, on n'a pas tout le temps accès du capital action. Alors, le marché de la dette, si on a accès au marché de la dette, on a tendance à vouloir s'endetter. Alors, entre 0,10 et 20 le coût du capital est minimisé à 20 d'endettement. Si on regarde à 30 je vais vous laisser faire le calcul seul à la maison, par vous-même. Le coût du capital part de 14,68 à 14,40 Alors, on a intérêt à s'endetter davantage. De 30 à 40 le coût du capital chute encore une fois, 14,04 Et si on va à 50 le coût du capital chute encore une fois à 13,60 Donc, ça veut dire si la moitié de la compagnie est financée par de la dette et l'autre moitié par du capital action, ça veut dire que tous les cash flows futurs vont être escomptés à 13,6 Et si on revient à notre graphe, oui, si on regarde la dette, avec l'endettement qui augmente, le rendement de la dette augmente et le rendement des common shares augmente. Mais n'oubliez pas, on est en train de racheter des actionnaires qui s'attendent à du 15 par de la dette, par une banque qui attend à du 7 et ce 7 est déductible d'impôt. Donc, si on va de 15 à 16, 16 à 17 et ça continue d'augmenter, on est tout le temps en train de racheter 10 de la compagnie par de la dette qui coûte moins cher. OK, une bonne question qui a été posée par Fanap, c'est que nous, on va assumer que la compagnie, alors, est-ce que le coût du capital peut être différent pour différents projets? Nous, on va tout simplement dire non. Il y a certaines compagnies que, selon le risque du projet, vont utiliser des coûts du capital différents. Nous, on va tout simplement assumer que tous les projets futurs ont le même risque et que la compagnie a tellement de projets, on va prendre les sources de capital de la firme en entier, pas juste par un projet. Si un projet est financé entièrement par de la dette, on va prendre le coût du capital de la firme. Pourquoi? Un bon exemple, c'est imaginez Walmart. Walmart, elle a 10 000 Walmart à travers le monde et elle décide d'ouvrir un nouveau Walmart au Québec à Joliette, à Jonquière, je veux dire. À Jonquière, ils décident d'ouvrir un Walmart et ce Walmart, ils vont faire ça avec du cash qui était en main, alors des profits de l'année passée. Ils prennent cet argent-là pour investir à Jonquière. Ils vont ouvrir un deuxième Walmart à Brossard, mais cette fois-ci, ils n'ont pas du cash en main, ils vont emprunter à du 6 Alors, ce serait un peu ridicule qu'un Walmart à Jonquière soit financé, on utilise le rendement des actionnaires, et que le Walmart à Brossard, on utilise le coût de la dette. On va prendre toutes les sources de financement de la firme. Alors, Walmart, c'est 2 tiers dette, 1 tiers fonds propres. On va prendre toutes les sources de la firme, on va faire une moyenne pondérée, on va utiliser cette même moyenne pondérée pour escompter tous les cash flows futurs. OK, donc, de 0 à 50 on remarque que le coût du capital baisse. Par contre, de 50 à 60 le coût du capital commence à augmenter. Et par la suite, il va continuer d'augmenter. Pourquoi? Alors, 60 de la compagnie est financée par de la dette. La banque demande maintenant du 14 et les actionnaires qui restent, le 40 qui reste, demandent maintenant du 22 Alors, les coûts commencent à augmenter. Alors, échanger de la dette, échanger du capital action par de la dette ne vaut, pour un 10 de plus, ne vaut pas la peine. Donc, le coût du capital de la firme, elle est minimisée à 50 Notre structure optimale pour cette firme serait 50 dette, 50 action. Donc, à 60 le coût du capital augmente, à 70 il continue d'augmenter, 80, 90 et 99 Alors,
Si vous remarquez, à 50 on est à 13,60 d'intérêt. 13,6 c'est notre taux d'intérêt. Alors, on escompte tous les cash flows à 13,6 À 60, c'est 13,84. Ça monte à 14,22 par la suite, à 15,12 par la suite, à 20,12 par la suite. Donc, on n'est pas vraiment intéressé à être endetté à 60, 70, 80 et 90 parce qu'il n'y a aucune raison financière de le faire. On est mieux de rester à 50 Donc, à 50 tous les cash flows futurs vont être escomptés à 13,6 et ce qui fait en sorte que on va avoir, on escompte les cash flows futurs avec un taux d'intérêt plus petit. Donc, on maximise la valeur de tous les cash flows futurs. Alors, si on regarde un graphe, à 0 d'endettement, on a du 15 et plus qu'on continue de s'endetter, plus que ça commence à baisser. C'est minimisé à 50 Alors, si on voulait vraiment être précis, on regarderait entre 40, 41, 42, 43 jusqu'à 59, 60 à chaque 1 pourcentage, où serait la structure optimale. Mais si on a juste des déciles, alors des 10 alors la structure optimale, c'est 50 Par la suite, le coût du capital augmente. Alors, imaginez que la compagnie elle a un cash flow annuel de 1 million. Alors, 1 million qui va jusqu'à l'infini. Alors, la valeur, ce 1 million, si on est 0 endetté, 0 d'endettement, 1 million sera escompté à chaque année pendant 15 Ce serait une rente perpétuelle de 1 million escomptée à 15 Alors, 1 million divisé par 15 serait la valeur perpétuelle des cash flows. Si notre coût du capital baisse de 15 à 14,88, vous allez voir que la valeur de la firme va augmenter. Et pour chaque décile, la valeur de la firme va augmenter. La valeur sera maximisée lorsqu'on escompte à du 13,6 Par la suite, la valeur de la firme va chuter pour le même cash flow de 1 million par année, qui va être escompté avec un taux d'intérêt qui sera de plus en plus grand. Donc, la valeur actuelle d'une compagnie, la present value en anglais, la valeur actuelle d'une compagnie, c'est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Donc, la valeur d'une compagnie au temps t est égale à 0. C'est le cash flow au temps 1 escompté avec intérêt pendant une période, plus le cash flow au temps 2 escompté avec intérêt pendant 2 périodes, plus le cash flow au temps 3 escompté avec intérêt pendant 3 périodes, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Si on assume que les cash flows sont perpétuels, alors si je vous dis qu'on va recevoir 1 million par année jusqu'à l'infini, ça va être le cash flow, ça devient une rente perpétuelle. Alors, cette formule ici, elle se réduit au cash flow au temps 1 divisé par le taux d'intérêt. Donc, si le taux d'intérêt est minimisé, le dénominateur est minimisé, la valeur sera maximisée. Donc, si on regarde la valeur de l'entreprise, 1 million qui serait escompté à 15 la valeur de la firme serait ici. 1 million escompté à 14,8 la valeur serait ici. 1 million escompté à 14,68, voici la valeur. Et on remarque que la valeur de la firme, elle est maximisée lorsque le 1 million est escompté par 13,6 Alors, prenez n'importe quel cash flow, la valeur sera maximisée à 50 d'endettement. C'est pour ça que je n'ai rien mis en abscisse, parce que tu prends n'importe quel chiffre, la valeur de l'entreprise va être maximisée si on escompte tous les cash flows futurs à 13,6 Et la valeur de la firme va chuter par la suite. Ça va tout le temps être le cas. Alors, si on utilise, imaginez que vous utilisez 0 comme taux d'intérêt. Alors, la valeur de la firme serait infinie parce que tu as 1 million qui serait payé à chaque année jusqu'à l'infini. La valeur de 1 million à l'infini avec 0 intérêt, c'est l'infini. Alors, si tu es capable de minimiser jusqu'à 0 ton taux d'intérêt, en théorie, la valeur de la firme serait infinie. Plus que le taux d'intérêt est élevé, plus que ça nous coûte de l'argent plus que la valeur actuelle de la firme, elle est réduite. Donc, on va regarder maintenant les 3 sources de financement. Ceux qui ont fait Finance 1 avec moi, ça va vraiment être juste un rappel.
Ceux qui l'ont fait avec un autre prof, j'espère que vous l'avez vu en détail, mais ça ne dérange pas, on va le faire ici. Alors, on va regarder les actions. Alors ici, c'est des actions. Alors, les actions, les actionnaires ont un droit résiduel à l'entreprise. Alors, si tu regardes ton income statement, ton rapport, premièrement, tu as du cash qui rentre, les sales. Par la suite, tu payes tes coûts fixes et tes coûts variables et ça te donne un profit brut. Tu imputes une charge de dépréciation et ça te donne ton bénéfice avant intérêts et impôts. Par la suite, tu payes la banque, tu payes tes intérêts. Alors, la banque, elle est payée avant que le gouvernement ait payé. Alors, après que tu as payé la banque, on obtient le bénéfice imposable. Par la suite, tu payes le gouvernement, tu payes des taxes. Et qu'est-ce qui reste? C'est le bénéfice net. Et le bénéfice net, il est applicable aux actionnaires. Tu as deux types d'actionnaires, un actionnaire privilégié et un actionnaire ordinaire. L'actionnaire privilégié a généralement un coupon fixe et connu d'avance. Alors, du bénéfice net, on paye une partie aux actionnaires privilégiés et tout le reste va aux actionnaires ordinaires. On appelle ça le droit résiduel. Si tes ventes sont plus élevées, toutes les autres personnes, à part le gouvernement, vont recevoir le même montant. Tu vas payer plus en taxes, mais le bénéfice résiduel qui reste, il va être plus élevé, il va entièrement aux actionnaires ordinaires. Par contre, si le bénéfice n'apparaît pas, tous les autres vont être payés en premier avant que tu payes les actionnaires ordinaires. Il se peut que tu ne payes pas les actionnaires ordinaires. Alors, ce sont les derniers à être payés, prennent plus de risques et donc ils s'attendent à plus de rendement. Une action paye les actionnaires de deux façons, par un dividende et par un gain capital. Le dividende n'est pas déductible pour l'entreprise, ni le gain capital. Pour l'individu, il se peut que tu payes des taxes dessus. Alors, quand tu payes des taxes sur des dividendes, tu payes généralement moins que le taux personnel. Parce que généralement, le dividende, tu le reçois après que la compagnie elle a payé des taxes. Alors, si tu regardes une personne riche au Canada, on paye aux alentours de... Une personne riche paye environ... Quelqu'un qui a un gros revenu paye environ 50 de son revenu en impôts. Si le taux corporatif est de 30 le taux de dividende va généralement être aux alentours de la différence. Je pense qu'au Québec et au Canada, les dividendes sont taxés à du 15 On appelle ça la double taxation. La compagnie fait des profits, paye des taxes corporatives. Il y a un montant qui est versé à l'actionnaire sous forme de cash, sous forme de dividende, et lui va payer, si la compagnie elle a payé 30 l'individu va payer 15-20 qui correspond, 30 plus 20 correspond plus ou moins au taux personnel d'imposition. Alors, une personne qui a beaucoup de revenus, on essaie de taxer les gens de façon uniforme. Les gains capitaux, eux, généralement, sont taxés moins fortement qu'une corporation. Alors, au niveau personnel, je pense que on appelle ça le demi-taux. Ça veut dire que c'est juste la moitié des gains capitaux qui sont taxables. Alors, si tu fais 1 million en salaire, tu paierais 500 000 en impôts. Si une compagnie faisait 1 million de profit, elle paierait 300 000, 30 elle paierait 300 000 en taxes. Si elle ferait 1 million en gains capitaux, la façon que ça fonctionne au Canada, c'est généralement la moitié, elle est taxable. Alors, 500 000 serait taxé à du 30 elle paierait 150 000. Ça, c'est de façon explicite au Canada. Mais de façon plus générale, c'est comme si le taux au Canada serait de 15 Alors, pendant toute la session, je vais avoir un taux corporatif qui va être aux alentours de 30 et je vais avoir un taux sur les gains capitaux qui vont être de 15 et je vais les séparer. Alors, il se peut que ton client vienne des États-Unis, puis aux États-Unis, on paye 20 corporatif et 15 de gains capitaux. On les traite séparément et c'est comme ça qu'on va le faire pendant le cours. Alors, on va calculer un gain capital, on a notre taux sur les gains capitaux qui vont être donnés et on va tout simplement utiliser ce taux. Alors, j'ai vendu un camion qui valait 20 000 $, je l'ai vendu pour 30 000 $. J'ai fait un gain capital de 10 000 $, je suis taxé du 15 je vais payer 1 500 en impôts. C'est comme ça qu'on va le traiter pour notre cours. Alors, c'est de façon plus générale. Donc, si je regarde un exemple résiduel,
À la fin du dernier exercice financier, une compagnie possédait 1 million en actifs. Alors, j'ai 400 000 qui est de la dette, 300 000 par des actions privilégiées et le reste est financé par 10 000 actions ordinaires. Okay. L'année suivante, l'exercice financier est désastreux et on décide de liquider la compagnie. Alors, on a fait des pertes l'année passée et on décide de liquider la compagnie alors que la valeur totale de tous les actifs ne valent 800 000 $. Quel sera le montant attribué à chaque action ordinaire? Donc, si j'ai 800 000, alors si j'ai 1 million en actifs, j'ai 400 000 de dettes, 300 000 en actions privilégiées et le reste, 300 000, serait répandu sur, la valeur de 300 000 serait répandue sur 10 000 actions ordinaires ou bedon 30 $ par action. L'année suivante, on a fait des pertes de 200 000 pendant l'année. On a décidé de liquider la compagnie. Alors, la valeur des actifs est de 800 000. La dette, elle vaut toujours 400 000 $. On paye la dette en premier. S'il reste de l'argent, on va payer les preferred shares, alors 300 000. Alors, direct là, on a 700 000 qui est attribué à ces deux sources de financement. Tout le reste, le 100 000 qui reste, va être attribué aux common shares. Alors, il reste 100 000 $ qui va être attribué aux common shares. Alors, si tu as 10 000 actions qui existent et les 10 000 valent en tout 100 000 $, tu as 10 $ qui va être attribué à chaque common shares. Alors, le prix de chaque common share, la valeur au livre, le prix au livre, serait de 10 $. Si on regarde Toys R Us dans les années 1990, c'est une compagnie qui fonctionnait. Et en 2005, c'était un peu drôle, on voulait quitter le marché. Toys R Us voyait la compétition qui venait de Target et de Walmart. Et plus tard, ça aurait été Amazon. À l'époque, c'était Walmart qui commençait à vendre des jouets et de plus en plus de jouets. Alors, Toys R Us regardait que son marché niche, ça ne valait pas vraiment la peine. Alors, ils ont décidé de vendre, de fermer les portes. On considérait fermer les portes. Alors, on aurait liquidé la compagnie, même si la compagnie n'était pas en détresse, justement parce qu'on ne voyait pas les profits futurs arriver. Finalement, en 2005, on a tout simplement vendu la compagnie et la compagnie qui a acheté Toys R Us était tellement endettée que finalement, elle a fait banqueroute. Alors aujourd'hui, il reste très peu de Toys R Us. Il y a une sous-compagnie de Toys R Us, Babies R Us, je pense, qui fait quand même, a fait quand même un beau chiffre d'affaires, mais c'est rien qui compare au chiffre d'affaires de Toys R Us des années 90. Alors, quand j'étais adolescent, aller chez Toys R Us dans les années 90, c'était le vendredi soir. Alors, on allait s'acheter un nouveau jeu vidéo, c'était l'affaire. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a un Toys R Us qui est au métro Jean Talon, mais ce n'est plus la même compagnie que la compagnie des années 90. La compagnie, elle a été changée, elle a été vendue, je veux dire, et les nouveaux actionnaires n'ont pas été capables de faire. Ils étaient tellement endettés, la nouvelle compagnie. Alors, c'était financé quasiment 100% par de la dette et ça n'a pas fonctionné. Donc, par contre, ici, dans notre exemple, on assume qu'il y a assez d'argent pour payer, pour compenser les actionnaires ordinaires. La réalité, c'est que si l'exercice est désastreux, imaginez qu'il resterait peut-être 500 000 pendant l'année. Et s'il reste 500 000, les 400 000 de dettes sont payés en premier. Il resterait 100 000, le tiers des actions, le tiers de la valeur de chaque action privilégiée serait remboursé. Les actionnaires ordinaires recevraient zéro. Si par contre la compagnie a fait fureur et c'est une année incroyable, puis la compagnie elle vaut 2 millions, la dette elle vaut 400 000, les actions privilégiées valent toujours 300 000, il resterait 1,3 million qui serait versé aux actionnaires ordinaires. Donc, ça, c'est le droit résiduel pour les actionnaires ordinaires. Une autre source de financement, la dette. Alors, généralement, on n'emprunte pas à la banque, on émet des obligations corporatives. Alors, la dette, en cas de liquidation, a un premier droit au bénéfice. On paye la dette en premier. OK, il y a quelqu'un qui me pose une question. Si jamais on n'a pas assez d'argent pour payer le dividende privilégié, OK, alors c'est une question un peu plus complexe que tu penses.
Si tu ne payes pas ton dividende privilégié, la compagnie est perçue comme étant en default. Un dividende ordinaire, tu peux couper un dividende ordinaire, mais un dividende privilégié, c'est comme si tu ne payais pas tes intérêts. Tu serais en default, tu serais perçu comme en détresse financière. En théorie, il y a un contrat qui dit que tu devrais verser le dividende privilégié. S'il n'est pas versé, oui, tu devrais le verser l'année suivante, mais si tu ne le verses pas cette année, il y a d'autres problèmes qui se passent à la compagnie. Alors, les créanciers vont venir et les vultures, les vautours vont circuler autour de l'entreprise parce que l'entreprise va être perçue comme en détresse. C'est une question un peu plus compliquée que tout simplement rembourser le dividende de l'année prochaine. En théorie, oui, si elle sort de la détresse, pour répondre à ta question, oui, ce dividende devrait être repayé avec intérêt. Je dirais même avec intérêt. Alors, la dette, c'est les premiers à être payés. Alors, tu charges es chargé des intérêts, tu es capable de déduire tes intérêts de ton bénéfice imposable, mais les premiers à être payés, c'est de la dette. Maintenant, dette, action ordinaire, c'est deux choses différentes. Entre les deux, tu as des actions privilégiées. Maintenant, les actions privilégiées sont généralement traitées comme des fonds propres. Mais l'affaire, c'est qu'elle a des composantes similaires à de la dette et elle a des composantes qui sont similaires à des actions ordinaires. Alors, une action privilégiée paye des coupons. On peut appeler ça des intérêts, mais ces intérêts ne sont pas déductibles d'impôts. Tu pourrais même appeler ce coupon, ces intérêts, un dividende. Alors, généralement, les cash flows sont connus d'avance, c'est comme une promesse. Par contre, il se peut de temps en temps qu'on coupe le dividende privilégié. Maintenant, généralement, de la dette, c'est un montant emprunté à un certain taux d'intérêt. Généralement, les actions ordinaires, c'est un droit résiduel, alors le dividende peut bouger, le gain capital peut bouger. L'action privilégiée, ça dépend du contrat. Alors, il y a tellement d'actions privilégiées. Alors, c'est qui va émettre une action privilégiée? Je vais vous donner un exemple. Tu avais Scotiabank en 2008. Alors, Scotiabank, en 2008, elle avait une dette de 10 milliards de dollars qui devenait due. Alors, elle chargeait du 6 elle chargeait du 4 ou 5 sur cette dette. Et ce 10 milliards, elle servait à émettre des prêts qui chargeaient du 6, 7, 8 de plus. Alors, 2 ou 3 de plus que son taux d'emprunt, elle prêtait. Mais en 2009, il y a eu une crise économique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que toutes les banques aux États-Unis ont planté. Alors, si tu regardes Citibank, elle a perdu 90 de sa valeur. Alors, Citibank, Bank of America, JP Morgan, Wachovia, toutes ces compagnies-là ont reçu une claque saillette. Mais le Canada, les États-Unis ne peuvent pas tousser sans que le Canada attrape la grippe. Toutes les banques au Canada, en 2008-2009, le prix de chaque action ont chuté de 50 %. Alors, en 2008, le prix d'une action de Banque de Montréal était de 60 $. Il a chuté à 30 $. Il n'y avait rien de mauvais chez Banque de Montréal, mais personne ne voulait toucher des banques en 2009. Mais Scotiabank, elle avait un prêt de 10 milliards qui devenait dû. Donc, normalement, ce qu'une compagnie va faire, c'est que quand tu as un prêt de 10 milliards qui devient dû, le mois avant qu'il devienne dû, tu empruntes 10 milliards et tu prends ce 10 milliards de nouvelles dettes pour rembourser l'ancienne dette. C'est comme utiliser ta carte Visa pour payer ta Mastercard. Alors, tu restes endetté à 10 %, mais tu fais juste renouveler ta dette. Mais en 2009, il n'y avait personne qui voulait acheter des obligations corporatives. Donc, ce n'était pas une option. Donc, on pouvait émettre des actions ordinaires. Mais est-ce que tu serais vraiment prêt à émettre des actions ordinaires quand le prix de l'action a chuté de 50 %? La réponse, c'est non. Alors, on a décidé d'émettre 10 milliards de titres sous forme d'actions privilégiées qui payaient un coupon fixe. Et c'est comme ça qu'ils ont émis des actions privilégiées. Certaines actions privilégiées ont une clause de remboursement. Ça veut dire qu'après 10 ans, on est capable de rembourser l'action privilégiée. Si tel est le cas, on ne va pas classifier l'action privilégiée comme des fonds propres, ils vont être classifiés comme de la dette. Il se peut de temps en temps qu'on classifie de la dette comme des fonds propres, comme si c'est des titres convertibles, on va voir ça au cours 9. Alors, si j'ai des obligations d'épargne qui peuvent être converties en actions, si la dette est de 10 milliards, mais si j'ai converti en actions, ça vaut 15 milliards, je vais traiter ça comme des actions, même si c'est toujours de la dette.
Alors, le rendement d'un preferred share, c'est généralement ton taux de coupon, ton taux de dividende. Alors, si le prix de mon action est de 100 et je paye un dividende privilégié, un dividende sur mon preferred share de 7 ça veut dire que mon taux est de 7 Si mon action coûte 20 et je paye du 7 ça voudrait dire que je m'attends à un dividende privilégié de 1,40 Alors, c'est tout simplement le taux de coupon dans la plupart des cas. Mais il y a tellement d'actions privilégiées, c'est des contrats individus, ils sont très similaires l'un aux autres, mais ils ont des traits uniques. Si on regarde une obligation, alors une obligation, OK, pour le calcul de si c'est convertible, attends le cours neuf pour poser cette question-là. Alors, quand c'est convertible, on va voir ça au cours neuf. Pour le moment, les obligations convertibles, on ne va pas regarder ça pour l'intra. OK, donc, le prix d'une obligation. La valeur de tout outil financier, de tout actif financier, c'est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Donc, quand on prête de l'argent au gouvernement, quand on achète des bons du trésor, on paye 1000 $. La valeur nominale, alors si jamais vous recevez une obligation d'épargne du Canada, vous avez une grosse photo de la reine dessus, puis un gros 1000 $ qui est écrit. Ce 1000 $, ce n'est pas le même 1000 $ que tu as payé dessus. C'est le montant qu'on va te rembourser à la toute fin. Ce 1000 $, on appelle ça la valeur nominale. C'est le montant total qui sera remboursé à la fin du prêt. Alors, si tu achètes des obligations d'épargne du Canada 25 ans, dans 25 ans, on va te remettre 1000 $ et entre aujourd'hui et dans 25 ans, on va te payer un coupon. Maintenant, les bons du Trésor sont généralement indexés au taux d'inflation. Ça veut dire que le taux d'intérêt qu'on te donne, c'est le taux d'inflation. Par contre, les obligations corporatives au temps zéro sont connues. Alors, tous les cash flows sont connus au temps zéro. Si tu ne payes pas ces cash flows-là, tu es en default. Alors, c'est quelque chose que tu veux éviter si tu es une firme. Alors, si on revient à notre calculatrice, on a 5 boutons. Le bouton N, taux d'intérêt, present value, payment et future value. Donc, au temps zéro, quelle est la valeur d'une obligation? Généralement, quand j'émets une obligation 25 ans, aujourd'hui, je vais vendre l'obligation pour 1000 $. Le prix de l'obligation P est de 1000 $. La valeur nominale, le 1000 $ que j'ai mentionné tantôt, ça c'est le montant qu'on va te rembourser à la toute fin dans 25 ans. Aujourd'hui, le taux d'intérêt est de 4 Donc, je m'engage aujourd'hui à te payer 40 $ à chaque année pendant les 25 prochaines années. Et à la toute fin, je vais te mettre 40 $ plus un 1000 $ supplémentaire quand je te rembourse l'obligation. Donc, si je regarde cette formule, le prix d'une obligation aujourd'hui, c'est égal au coupon qui sera versé dans une année, escompté avec le taux d'intérêt du marché pendant une période, plus le coupon qui est connu, qui est stable, qui est fixe, qui va être versé dans 2 ans, qui vont être escomptés pendant 2 périodes, plus le coupon temps 3, escompté 3 périodes, coupon 4, 4 périodes, ainsi de suite, plus le coupon versé dans 25 ans, et immédiatement après que je te verse ce dernier coupon, je te rembourse le 1000 $. Et ça va être escompté au 4 pendant 25 ans. Donc, de la notation. C'est équivalent à dire que le prix d'une obligation aujourd'hui est égal à la valeur actuelle d'une rente de N paiements de C $ par période escompté au coût de la dette, plus un 1000 $ supplémentaire qui sera remboursé dans 25 ans, escompté au coût de la dette. Au temps T est égal à 0, j'ai vendu l'obligation pour 1000 $ parce que le taux d'intérêt était de 4 j'ai fixé le coupon à 40 $ et ainsi de suite. Je vais recevoir 40 $ par année pendant 25 ans et 1000 $ à la toute fin. Mais le taux d'intérêt de 4 lui, il bouge. Dans un an, après un an, je verse un coupon de 40 $. Mais les taux d'intérêt ont augmenté à 5 Le paiement de 40 $ demeure inchangé. Le 1000 $ à la toute fin demeure inchangé. Mais le taux d'intérêt du marché pour faire le calcul du prix de l'obligation est maintenant de 5 et non 4 Donc, le prix de l'obligation ne sera plus de 1000 $.
Il va bouger à travers le temps. Le coupon reste fixe. La valeur nominale reste fixe et je vais vous dire tout de suite, la valeur nominale sera tout le temps de 1 000 avec mon cours. Il reste 24 périodes. Donc, quelle est la valeur de cette obligation? Au temps zéro, on l'a vendu pour 1 000 $ parce qu'on connaissait les taux d'intérêt. On a fixé le coupon au taux d'intérêt. Le coupon va être fixe, mais le taux d'intérêt va fluctuer à travers le temps. Donc, si on veut calculer la valeur d'une obligation, on doit utiliser notre calculatrice financière. Donc, N représente le nombre d'années qui nous reste à notre obligation. Pourcentage I, c'est le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est de 4 %, vous mettez 4, ne mettez pas 0,04. C'est exprimé sous forme de pourcentage. Present value, c'est le prix. La valeur aujourd'hui, la present value, c'est le prix de l'obligation. Le paiement, ça, c'est le coupon périodique. Alors, dans cet exemple, ce serait de 40 $ et future value serait de 1 000 $. Maintenant, votre calculatrice, elle a un caprice. De l'argent qui rentre, c'est traité comme du positif et de l'argent qui sort, c'est traité comme du négatif. Donc, si je paye X $ pour une obligation, c'est de l'argent qui sort. Alors, si je paye 900 $ pour mon obligation, present value ou prix de l'obligation serait de moins 900 $. Quand je reçois un coupon de 40 $, c'est de l'argent qui rentre, donc paiement serait égal à 40 $. Quand je reçois 1 000 $ à la toute fin, future value est égal à plus 1 000 $. J'ai besoin de 4 boutons pour calculer le cinquième. Si j'ai les 4 boutons, je peux calculer le cinquième. Alors, si je connais le prix, je connais la valeur nominale, je connais le coupon et je connais la durée, je peux calculer quel est le rendement de l'obligation. J'en ai besoin de 4 pour calculer le cinquième. Donc, une obligation corporative de 10 ans paie un coupon annuel de 7 %. OK. Ici, quand je dis elle paie un coupon annuel de 7 %, on aurait tendance à penser que ça, c'est le taux d'intérêt. Le taux de coupon et le taux d'intérêt, c'est différent. Quand je dis qu'on paye un coupon annuel de 7 %, c'est 7 % de la valeur nominale. Ça veut dire qu'elle paie un coupon annuel de 7 % est équivalent à dire qu'elle paie un coupon de 70 $. Le prix de cette obligation est de 1 154,43 $. Quel est le coût de la dette? Quel est le rendement de la dette? N est égal à 10. Payment est égal à 70. La valeur nominale est égale à 1000. Le prix de cette obligation est de 1 154,43 $. Quel est le coût? Donc, le coupon est de 7 %, un coupon annuel de 7 %. C'est 7 % du notionnel ou de la valeur nominale. Le notionnel, c'est 1 000 $. Donc, 7 % de 1 000 $, elle paie un coupon de 70 $. Ça, c'est le coupon périodique qui est connu. Donc, 1 154,43 $, c'est égal à une rente de, ici, ça devrait dire 10. Alors, c'est une rente de 70 $ qui est versée pendant 10 périodes au taux d'intérêt ou le rendement de la dette. Alors, I et R, vous pouvez les interchanger. Plus, à la toute fin, dans 10 ans, on va recevoir 1 000 $ placés au taux d'intérêt escompté pendant 10 périodes. Donc, 10 paiements de 70 $ escomptés à I, plus un paiement de 1 000 $ dans 10 ans escompté à I, devrait valoir 1 154,43 $. Certains professeurs, quand ils ont une rente ou une série de paiements qui sont constants, vont dénoter ça différemment. Ils vont marquer VAA 70,I,10 pour dire des paiements de 70 $ au taux d'intérêt I escompté pendant 10 années. Si vous me mettez ça à un examen, je n'ai aucun problème. J'utilise la notation américaine. Alors, la notation américaine, elle est constante. La valeur actuelle, une rente de 70 $ de 10 paiements à I, c'est la valeur actuelle. C'est équivalent à VAA 70I10. Plus un 1 000 $ remis à la toute fin, escompté à 10 %. Oups. Et ça nous donne un taux d'intérêt qui est égal à 5 %.
Donc, le coût des actions privilégiées ou le rendement des actions privilégiées, alors ça donne un dividende qui est perpétuel. Alors, le prix d'un preferred shares est égal à la valeur actuelle de tous les dividendes, mais les dividendes sont constants. Alors, tu vas recevoir un dividende au temps 1 escompté avec une période d'intérêt, plus un dividende au temps 2 escompté avec 2 périodes d'intérêt, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Alors, on appelle ça une perpétuité, une rente perpétuelle. Et cette formule, elle se réduit à tout simplement au cash flow dans une période divisé par le taux d'intérêt. Donc, alors, si je connais le prix de l'action privilégiée, si je connais le dividende, je peux calculer le rendement et vice-versa. Pour votre calculatrice, si jamais vous ne voulez pas mémoriser cette formule, si vous mettez payment qui est égal au dividende, si vous mettez present value qui est égal au prix, ou si vous mettez taux d'intérêt qui est égal au rendement des preferred shares, la valeur future va être de 0. Alors, par défaut, c'est 0 qui est là-dedans. On n'a pas besoin du dernier bouton. Mais dans N, vous pouvez mettre 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, et ça va revenir à la même chose. Donc, la formule, tout simplement, d'une perpétuité, c'est cash flow dans une période divisé par taux d'intérêt. Alors, le prix aujourd'hui de ce dividende privilégié, c'est le dividende qui sera versé dans une période divisé par le taux d'intérêt ou le taux de rendement du preferred share. Une action privilégiée perpétuelle, alors généralement le perpétuel, ce n'est pas nécessaire de le dire, paye un dividende annuel de 2,80. Le prix de cette action est de 35 $, calculez le rendement. Alors si je place 35 $ à R, je vais avoir 35 $ plus 2,80 dans une année. Je vais verser 2,80. Le 35 $ initial, il reste placé au taux d'intérêt. Dans une autre période, il va valoir 35 $ plus 2,80. Je vais verser 2,80. Il va rester 35 $ qui sera tout le temps gardé. Le principal va tout le temps être gardé dans l'investissement. On paye juste les faire du 8 %. 35 $ est équivalent à 2,80 $ placé à un certain rendement. Alors, si je divise par 35 de chaque côté, je multiplie par le rendement de chaque côté. Le rendement est équivalent à 2,80 divisé par 35, ou ben donc du 8 %. Alors, si j'ai 35 $ aujourd'hui placé dans un investissement à du 8 %, dans un an, cet investissement va valoir 37,80 $. Je vais me payer un dividende de 2,80 $. Il y a 35 $ qui restent placés dans l'investissement. Le 35 $ à la fin de 2 ans va valoir 37,80 $. Je me paye personnellement 2,80 $. Il reste 35 qui va être placé pendant un an. Après un an, je me verse 2,80 $ et ainsi de suite. Alors, le 35 $ va rester constant immédiatement après le versement du dividende. J'ai tout le temps 35 $ placé à 8 %. OK, le modèle de Gordon. Le modèle de Gordon, peut-être que vous avez entendu le modèle des dividendes. Dividend Discount Model, c'est le modèle de Gordon. Ça veut dire que dans une période, je vais verser un dividende. 35, c'est la present value. Le prix, c'est toujours present value, c'est tout le temps, le prix, c'est tout le temps present value. Future value, ça veut dire quelle est la valeur de l'investissement. À la toute fin, c'est normalement 0, avec l'exception des obligations qui valent 1000 $. Normalement, quand on amortit une hypothèque, à la toute fin, le prêt vaut 0. Mais dans le cas d'une obligation, on n'amortit jamais une obligation, on paye juste des coupons, on paye juste des intérêts. À la toute fin, on rembourse le principal qui est de 1000 $. OK, alors le modèle de Gordon, un dividende à taux croissant. Ça veut dire que si les dividendes ils vont croître à du 4 %, si je m'attends à un dividende de 2 $ dans un an, dans 2 ans, je vais m'attendre à un dividende de 2,08 $. Ils vont croître à 4 % pendant chaque période. Ceux qui ont fait Finance 1 avec moi, j'ai fait une grosse preuve en classe. Pas besoin de vous inquiéter, il n'y a aucune preuve à l'examen. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que chaque dividende subséquent va croître à G %. Si G est égal à 4 %, le dividende aujourd'hui qui vaut dans un an, si le dividende est de 2 $, dans 2 ans, le dividende sera de 2,8 $. Dans 3 ans, le dividende sera de 2,16,32 $. Dans 4 ans, il sera de 2,24,97 $. Il va croître de 4 % à chaque période.
Alors, en exercice, normalement en classe, je peux faire cette preuve. C'est rare que les étudiants veulent ça. Mais le modèle de Gordon, la preuve, elle se réduit à ceci. Alors, le prix aujourd'hui d'une action est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Et les cash flows futurs, ce sont des dividendes. On assume qu'on ne va pas rembourser une action ordinaire. Alors, la valeur d'une action aujourd'hui est égale à la valeur actuelle de tous les dividendes. Bien sûr, il y a certaines actions qui n'ont pas de dividendes, alors on a besoin d'un deuxième modèle. C'est le modèle CAPM qu'on va voir dans un instant. Donc, le prix d'une action est égal au dividende dans une année escompté avec une période d'intérêt, plus le dividende dans 2 ans escompté avec une année d'intérêt, avec 2 années d'intérêt. Le dividende au temps 3 escompté avec 3 périodes d'intérêt, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Cette formule, je l'ai faite en finance 1, elle se réduit à la formule suivante. Le prix d'une action aujourd'hui est égal au dividende dans un an. Très important, le dividende dans un an, le cash flow dans un an, divisé par le rendement attendu des actionnaires ordinaires, moins le taux de croissance des dividendes. Le dividende qui sera versé dans un an est équivalent au dividende qui a été versé hier avec une période de croissance. Si jamais je vous dis que l'action vient tout juste de verser un dividende de 2 $, ce n'est pas le dividende qui sera versé dans un an. Le dividende qui sera versé dans un an, c'est 2,08 $ parce qu'on tient compte de la croissance. Alors, si on serait en classe, je pourrais faire cette formule, mais en 10 ans que j'enseigne ce cours, c'est maintenant la 11e fois que j'enseigne ce cours en 10 ans. J'ai juste eu un groupe cours qui m'ont demandé la preuve. Alors, je vais assumer que ce n'est pas nécessaire de vous faire la preuve. Je la fais en finance 1. OK, alors, le rendement attendu par les actionnaires. Alors, le rendement attendu par les actionnaires, avec le modèle de Gordon, souvent, je vais vous demander de tout simplement d'isoler quel est le rendement attendu des actionnaires. Je connais le prix de l'action, je connais le dividende, je connais le taux de croissance. En conséquence, quel est le rendement attendu des actionnaires? Alors, si je connais le prix d'une action au temps zéro, le prix de l'action aujourd'hui est égal au dividende versé au temps 1, escompté au rendement attendu des actionnaires, et chaque dividende va croître à G%. Si je veux ça, alors G va généralement être assumé. Le dividende au temps 1, si on ne le connaît pas, on connaît le dividende hier. Si on connaît le taux de croissance, on est capable de le projeter. Et le prix de l'action, généralement, il est connu. Alors, qu'est-ce qu'on demande? C'est le rendement attendu des actionnaires. Donc, si on isole, si on divise par P de chaque côté, et si je multiplie par R, le rendement R moins G de chaque côté, du côté gauche, je vais avoir R moins G est égal à dividende divisé par prix. Et si j'ajoute des deux côtés G, j'isole mon rendement des actionnaires est égal au dividende au temps 1 divisé par le prix de l'action plus le taux de croissance. Et ça, c'est les deux composantes du rendement des actionnaires. Alors, le rendement des actionnaires, premièrement, on peut rembourser les actionnaires sous forme de dividendes. Alors, le dividende qui sera versé dans une période divisé par la valeur aujourd'hui, c'est le taux de dividende. Alors, si le dividende est égal à 5 $ et le prix de l'action est de 100 $, ça veut dire que je verse 5 % par année en dividende. Plus, par la suite, le prix de l'action devrait grimper de G% par année. On va appeler ça un gain capital. Non réalisé tant que tu n'as pas vendu l'action, mais on va quand même appeler ça un gain capital même s'il n'est pas réalisé. Donc, on récompense les actionnaires de deux façons, en versant des dividendes et en faisant de la croissance de la compagnie des gains capitaux. Alors, si j'ai un prix d'une action de 100 $ et le dividende est de 5 $, je paye du 5 % par année juste en dividende. En anglais, c'est dividend yield. Si vous allez sur Yahoo Finance, pour chaque cote de tous les titres, vous allez avoir le dividende et le pourcentage de le taux de dividende. J'ai par contre, généralement, le taux de croissance de la compagnie, on a besoin de faire des hypothèses. Alors, on est capable de l'extrapoler des chiffres, des états financiers. Mais par contre, généralement, on a besoin de faire une hypothèse. Alors, et généralement, la croissance d'une firme
à court terme, elle va être relativement élevée, mais à long terme, vous ne pouvez pas projeter. Alors, si je te dis que pour les 5 prochaines années, je pense qu'on va faire du 20 assumez pas que vous allez faire du 20 à l'infini, parce que si vous regardez Apple, Apple elle a fait du 25 depuis 2000 à 2015. Ben, de 2000 jusqu'à aujourd'hui, elle a fait du 25 C'est une compagnie qui vaut 3 trillions de dollars aujourd'hui. Si elle continue à faire du 25 par année, ça voudrait dire que juste dans 2 ans, juste dans 3 ans, elle va valoir 6 trillions. Dans 6 ans, elle va valoir 12 trillions. Dans 9 ans, elle va valoir 24 trillions. Alors, un autre 20 ans à 25 elle va valoir plus que l'économie totale du monde. Alors, on ne peut pas vraiment assumer du 25 à long terme. Alors, généralement, à long terme, on assume un taux de croissance qui ressemble plus au taux d'inflation. Donc, si je regarde la Banque de Montréal, alors le prix d'une action de Banque de Montréal était de 60 $. Juste pour que vous sachiez, en 2011, quand j'ai donné le cours pour la toute première fois, j'avais acheté des titres de Banque de Montréal à 60 $. Et pendant 6 ans, le titre n'avait vraiment pas bougé. Il versait un beau dividende de 2,70, alors un dividende de 4,5 par année, mais le 60 $, il ne bougeait pas. Et en 2017, le prix est allé de 60 $ à 100 $ quasiment à l'intérieur d'un an. Alors, à 100 $, j'ai dit, je vais vendre mon titre, il a beaucoup trop bougé, je ne suis pas trop confiant. En 2017, il valait 100 $. Il est resté à 100 $ pendant 3 ans. Et en février passé, le prix a planté jusqu'à 55 $. À 55 $, je ne pouvais pas résister. J'ai acheté 300 actions du titre. En plus, j'ai acheté 300 titres de Banque de Scotiabank en ce moment. Alors, en février, j'ai acheté 300 actions de Banque de Montréal à 58 $. Aujourd'hui, le prix est à 80. Et j'ai aussi acheté le mois passé 300 actions de Scotiabank. Scotiabank, elle a planté de 85 $ à 49 $. Et à 55, je n'ai pas pu résister quand ça remontait. Alors, elle est à 55 aujourd'hui. Je pense que j'ai acheté ça le mois passé pour 58. Elle a baissé un peu. Mais je veux dire, je pense que c'est une aubaine. Alors, ça, c'est opinion personnelle. Si vous voulez une aubaine à la Bourse canadienne en ce moment, je pense que c'est Scotiabank à 55 $. C'est vraiment une aubaine à rabais. J'ai même acheté des options d'achat sur Scotiabank. J'ai acheté 3 000 $ d'options sur Scotiabank. Alors, 3 000 options de Scotiabank pour le 20 janvier. Alors, ça, c'est plus du gambling. Je pourrais en parler en temps et lieu, mais juste savoir, ça c'est. Je vais vous envoyer un courriel, dans le fond. À chaque année, pour chaque cours que je donne, j'achète soit des options ou des actions. Et pendant la session, on s'amuse à regarder si j'ai fait de l'argent. C'est plus amusant pour les étudiants quand j'ai perdu de l'argent. Donc, le taux, alors, en 2011, le prix d'une action de BMO était de 60 $. Le dividende était de 2,70 qui sera versé dans un an. Alors, je vous dis ici que le dividende dans un an est de 2,70. Le taux de croissance attendu de la compagnie est de 5 %. Donc, selon le modèle de Gordon, quel est le rendement de cette obligation, de cette action? Alors, le prix au temps zéro est égal à 60 $. C'est égal au dividende au temps 1, 2,70, divisé par le rendement des common shares, qui n'est pas connu, moins le taux de croissance assumé à 5 %. Ça veut dire que 2,70 divisé par le taux d'intérêt moins 5 % est égal à 60. Ça veut dire que les actionnaires de BMO s'attendent à du 9,5 %. Maintenant, en 2011, BMO elle a versé un dividende de 2,70. En 2012, la réalité, c'est que BMO a augmenté le dividende, mais pas de 5 %. Le dividende est allé de 2,70 à 2,74. Il a augmenté de quelques cents à chaque année. Et le prix restait flat à 60. Alors, je n'ai pas fait 9,5 % sur BMO de 2011 à 2016. J'ai fait comme du 4,5 %. En 2017, BMO est allé de 60 à 100 $ et le dividende a grimpé de ce qu'elle était en 2011. Aujourd'hui, elle est à 4,50. Donc, le prix de l'action était de 100 $, le dividende était de 4,50. Alors, en 2017, mon rendement était énorme. Alors, j'ai fait, sur le gain capital, j'ai fait comme 70 %. Alors, sur BMO, en 2017, j'ai fait 75-76 %.
Je n'avais pas BMO en 2018-2019, mais cette année, j'ai acheté BMO à 58. Alors, le dividende est de 4,50 sur 58 $. Alors, 4,50 divisé par 58, c'est un taux de dividende de 7,80. Alors, je vais faire un rendement de 7,80 juste en dividende, mais BMO a déjà été de 58 à 80 $. Alors, c'est quasiment, c'est plus que le tiers, c'est quasiment du 40 %. Alors, pour BMO, pour cette année, je vais avoir fait un rendement de 50 $. Sur Scotiabank, par contre, j'ai acheté à 58, c'était à 55. Alors, j'ai fait une petite perte d'environ 5 %. Mais écoute, moi, je t'ai investi à long terme. Je pense que d'ici 2-3 ans, elle va se retrouver à 80 $ Scotiabank. Et d'ailleurs, je pense qu'elle va rebondir pour le mois de janvier. Donc, si on regarde BMO, en 2011, on s'attendait à du 9,5 %. Elle paye un dividende de 2,70 sur 60 $. Ça, c'est 4,5 %. Alors, tu fais un rendement sur le 9,5 %. Une composante, c'est dividende, 4,5 %. Et le reste, le 5 % qui reste, on s'attend à ce que le prix de l'action grimpe de 5 % par année. Alors, de 2011 à 2012, on s'attendait à ce que le prix passe de 60 à 63, 5 %, qui ne s'est pas passé. C'est pas arrivé. Donc, alors, c'est des projections, ce n'est pas des rendements réels. Mais en 2017, finalement, j'ai fait fortune en 2017 et j'ai vendu l'action. Et ensuite, ça a planté à 58. Alors, ça a planté à 55, j'ai racheté à 58. Alors, j'ai acheté BMO à 58, elle est aujourd'hui à 81. J'ai acheté Scotiabank le mois passé à 58, elle a chuté à 55. Mais encore une fois, je pense que c'est une aubaine à long terme. Alors, ça, c'est le premier modèle, le modèle de Gordon. Le deuxième modèle, c'est le modèle CAPM. CAPM implique bêta. Bêta, c'est une mesure de risque de la compagnie. Si vous étiez avec moi en financeur, on a calculé bêta au cours 5 de financeur, c'était à l'intra. Alors, si vous allez sur n'importe quelle page financière comme Yahoo Finance, vous allez avoir une ligne bêta. Bêta, c'est une mesure de risque spécifique à la compagnie. Alors, CAPM, Capital Asset Pricing Model, en français, modèle d'évaluation des actifs financiers. Ça va être la dernière fois que je dis MEDAF. Alors, c'est la terminologie française. CAPM, tout le monde connaît CAPM, alors c'est le terme que je vais utiliser. CAPM veut dire bêta. Et ce qu'on dit avec bêta, c'est que le rendement attendu des actionnaires, on s'attend à faire le minimum, c'est le taux sans risque, le taux d'inflation. Alors, si le taux d'inflation est de 3 %, si on investit dans une action, on prend du risque, on s'attend au moins à faire du 3 %. On ne connaît pas le rendement du marché. On connaît plus ou moins le taux d'inflation, c'est des données historiques. Alors, si tu regardes les 10 dernières années, le taux d'inflation était aux alentours de 1 %. Mais historiquement, sur plusieurs années, si tu regardes les 100 dernières années, en moyenne, c'était du 3 %. Dans les années 80, c'était 12 %. Dans les années 90, c'était 6 %. Dans les années 2000, c'était 3 %. Les 10 dernières années, c'était 1 %. En moyenne, c'est du 3 %. La bourse. Alors, on ne connaît pas le rendement de la bourse. RM, c'est le rendement du market, rendement du marché. On ne connaît pas le rendement du marché, mais historiquement, on peut s'attendre à faire du 10 %. Alors, ce 10 % il va revenir souvent dans mes cours de finance. Ça veut dire que si l'inflation est de 3 % et que la bourse te fait du 10 %, en moyenne, tu peux faire 7 % de rendement net d'inflation. Et si tu remontes 300 ans, tu vas voir que ce 7 % il ressort magiquement. Alors, si le taux d'inflation était de 10 % tu pouvais t'attendre à faire du 10 % à la bourse dans les années 80. Si le taux d'inflation était de 6 % dans les années 90, tu t'attendais à faire du 13 % à la bourse. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans les 4 dernières années des 90. 97, 98, 99 et 2000, les rendements étaient de 20 % à la bourse, mais les 6 premières années, les rendements étaient un peu plus faibles. Donc, le rendement attendu des common shares est égal au taux sans risque, plus quelque chose qui a rapport avec le rendement du marché. Alors, le rendement du marché étant 10 % et le taux sans risque, le taux d'inflation étant 3 %, on s'attend à faire une prime, un loyer en investissant à la bourse de 7 %.
Mais ce 7% va être multiplié par une mesure de risque qu'on appelle bêta. Alors, le bêta de la compagnie. Alors, bêta sur le stock, ici, je pourrais même mettre bêta common shares au lieu de bêta sur stock. Alors, common shares, le bêta d'une compagnie. Alors, le marché global a un bêta qui est égal à 1. Un bêta qui est plus grand que 1, ça veut dire que notre titre est plus volatile que le marché. Alors, si le marché, ça va bien, ça va super bien pour cette compagnie. Et si le marché va mal, ça va super mal pour cette compagnie. Alors, une compagnie qui a un bêta qui est plus grand que 1. Écoutez, je vais essayer de sortir ça. Je vais essayer d'aller en ligne. Je vais essayer d'aller en ligne. Et je vais essayer de vous sortir Yahoo Finance. Ouais, OK. Alors, je vais essayer de sortir Caribbean Cruise Lines ou Carnival Cruise Lines. OK, alors, New Share. OK, alors vous êtes censé voir ça à l'écran. Alors, si tu regardes Carnival Cruise Lines, Carnival Corporation, alors ça, c'est ce qu'on appelle une cote. Le prix de l'action aujourd'hui est de 15,93 et vous allez toujours avoir un chiffre qui s'appelle bêta. Alors, le bêta est de 1,95. Un bêta qui est plus grand que le marché va avoir un bêta qui est plus grand que 1. Alors, je vais voir si je suis capable de comparer avec le marché. Compare avec le Dow. Ah, voilà. OK. Alors, si je regarde la dernière année, ou les derniers 6 mois, ce serait mieux. Ah non, la dernière année, c'était parfait. Alors, si je regarde un an, vous voyez que il y a un an, le marché fluctuait entre moins 5% et plus 5%. Et Carnival fluctuait un peu plus que moins 5%, plus 5%. Ensuite, COVID, elle a frappé et le marché, elle a chuté d'environ 30%. Carnival Cruise Lines, le prix, elle a chuté de 72%. En fin de compte, si je reviens, il y a un an, le prix de Carnival était de 51 $ et elle avait planté, après COVID, jusqu'à 7,80. Et je vais être honnête avec vous, quand elle a planté à 7,80, je me suis dit, écoute, elle est plus basse aujourd'hui qu'en 2009. Ça n'a pas d'allure. Alors, en mars, j'ai acheté 100 actions de Carnival à 10 $ US. Alors, aujourd'hui, le prix est à 15,94. Si je regarde les 6 derniers mois, alors j'ai acheté à 10 $, j'ai acheté environ 10 $. Ça a monté jusqu'à 24 $ et ça a rechuté jusqu'à 15. Alors, j'ai 100 actions de ce titre à 15 $ aujourd'hui, mais je m'attends à ce que ça monte. Mais vu que c'est beaucoup plus volatile que le marché, le bêta est plus grand que 1. Alors, si je compare ça avec le Dow, où est allé mon graphe? Si je compare avec le Dow, ça bouge beaucoup plus que le Dow Jones. Maintenant, si je regarde une compagnie qui est moins volatile que le Dow, si je regarde la compagnie McDonald's, si je regarde McDonald's, quand ça va mal pour le marché, ça ne va pas moins mal. Alors, le bêta de McDonald's est de 0,68. Pourquoi? Elle est moins volatile. McDonald's, Walmart, toutes ces compagnies-là sont moins volatiles que le Dow Jones. OK, je vais enlever ça. Alors, compare avec le Dow Jones. Alors, si tu vois, le Dow Jones est en vert, McDonald's est en bleu. Elle bouge quasiment autant que le Dow Jones, mais elle est moins volatile. Alors, un bêta qui est plus petit que 1, tu es moins volatile, tu es perçu comme moins volatile que la bourse en général. Alors, regarde quand ça va bien et quand ça va mal. Alors, si tu regardes des autos comme Ford, bêta proche de 1, des choses qui sont volatiles, c'est des choses qui sont comme des compagnies high-tech ont généralement des bêtas qui sont plus grands que 1. Mais des compagnies qui sont très stables
ont généralement un bêta qui est plus petit que 1. C'est possible d'avoir un bêta qui est négatif. C'est rare, mais c'est possible. Écoutez, je vais vous donner des points bonus cette semaine. Les 5 premiers qui m'envoient un courriel avec une compagnie qui a un bêta qui est négatif, je vais essayer d'en trouver un. Regardez des compagnies comme les compagnies de l'or. Alors, non, OK, I am gold, c'est pas fond. Alors, une compagnie minière qui fait de l'or, généralement, quand ça va mal à la bourse, le prix de l'or augmente. Et quand ça va bien à la bourse, ça va mal pour l'or. Alors, quand la bourse est à la hausse, l'or est à la baisse et vice-versa. Alors, ça, c'est un bêta qui est négatif. C'est très rare, mais c'est possible. Alors, si vous êtes capable de me trouver une compagnie, maintenant, j'ai quelques conditions. Ça doit être une compagnie qui n'est pas en détresse financière. Ça doit être une compagnie qui a des profits. Alors, même cette compagnie-là, elle n'a pas de profit l'année passée. Et ça doit être une action. Alors, ça doit être une action que je puisse vérifier. Alors, Excusez-moi, monsieur. Oui? J'ai une question. Est-ce que je peux la poser tout de suite ou est-ce que vous préférez? Écris-moi là dans le chat, puis je vais essayer de répondre directement pendant le cours. En fait, c'est juste pour Écoute, vous. écris-moi fais-moi-les dans le chat, s'il te plaît. OK, alors le modèle de CAPM, le rendement des actionnaire, c'est égal au taux sans risque, plus cette mesure de bêta qui sera plus que 1 si c'est plus risqué, moins que 1 si c'est moins risqué que le marché, et de 1 si c'est le marché, fois le 7 de prime de risque que le marché te paye. Alors, le marché te paye du 10 le taux d'inflation est de 7 ça voudrait dire qu'on devrait te payer 7 fois bêta. OK, alors bêta, c'est une mesure statistique historique de la compagnie. Plus qu'une compagnie, elle est volatile, plus qu'elle va bouger rapidement vis-à-vis le marché général. Alors, si tu as beaucoup de volatilité, ton bêta va être plus grand que 1. Alors, Carnival, on a vu que c'était 1,95. Quand ça va bien à la bourse te donne du 10-15 Carnival va grimper de 25-30 Mais quand ça va mal, alors Carnival est allé de 50 à 8 elle a perdu 84 de sa valeur due à la crise du virus. Donc, les fluctuations du marché ont beaucoup plus d'effet sur une compagnie comme Carnival. Regardez tous les systèmes de luxe comme Lamborghini, Ferrari. Je veux dire, il n'y a personne qui s'achète une Ferrari durant une crise économique. Le monde a tendance à acheter des chars de luxe quand ça va bien. Par contre, des compagnies comme McDonald's, Walmart, Target, ils ont généralement des bêtas, ou une banque. Banque de Montréal a un bêta de 0,3. Alors, si ça va mal dans l'économie, ça va mal pour la banque, mais pas autant. Si ça va mal pour l'économie, je veux dire, vous n'allez pas arrêter de manger chez McDonald's ou d'aller magasiner chez Walmart. Peut-être que vous n'allez pas acheter la grosse TV, mais vous n'allez pas arrêter complètement d'aller là. Mais quand ça va mal dans l'économie, ce n'est pas à ce moment-là que vous prenez une croisière. Donc, un bêta de 1, c'est le marché. Un bêta de 0, il y a juste un titre qui a un bêta de 0, on l'a vu, c'est les obligations d'épargne du Canada. Si ça va bien à la bourse, si ça va mal à la bourse, les obligations d'épargne du Canada s'en fichent, on va tout le temps te payer, c'est du sans risque. Alors, un bêta de 0. Donc, si le taux d'inflation est de 3 c'est le rendement des bons du Trésor. Alors, ça va toujours être aux alentours de 3 pour le taux sans risque, risk-free. Le rendement attendu du marché, historiquement, c'est du 10 La réalité, c'est que c'est 10 moins 3 7 c'est ton vrai rendement. Alors, si dans les années 30, le taux de déflation était de moins 10 bien, la bourse te perdait juste du 3 Alors, tu faisais quand même 7 net d'inflation. Dans les années 80, si la bourse était de 10, l'inflation était de 10 la bourse te donnait du 17 Alors, il se peut qu'une compagnie, elle a un bêta de 0, mais c'est juste que quand on a fait le calcul à ce moment, ça s'adonnait par un caprice mathématique que le bêta était de 0. Un bêta qui est négatif est possible, c'est rare aussi, mais c'est généralement, ça veut dire que tu bouges en sens inverse du marché. Quand ça va mal dans le marché, ça va bien pour toi. Pensez à de l'or. Quand ça va mal pour le marché, le prix de l'or augmente. Quand ça va bien dans le marché, le monde a tendance à vendre leur or. Je peux même vous le montrer. Si je regarde sur Yahoo Finance,
si je regarde l'or, alors si je regarde l'or, si je regarde l'or et le Dow Jones, alors, ça c'est les futures. Alors, ce n'est pas vraiment l'or. J'essaie de voir si je suis capable de trouver quelque chose. Si on regarde les 6 derniers mois, ouais, si tu remarques, les 6 derniers mois, le prix de l'or, elle a grimpé. Tandis que la bourse, elle a planté puis elle a rebondi un peu. Alors, elle a grimpé durant la crise, puis ensuite elle est restée flat. Alors, l'or a tendance à être en sens inverse de la bourse. Alors, les compagnies qui font de l'or ont des bêtas négatifs. Les 5 premiers qui sont capables de m'envoyer un courriel avec un bêta négatif, je vais vous donner un point supplémentaire pour vos exercices. OK, alors le bêta, c'est une mesure de risque de la compagnie. Alors, le bêta de BMO, en 2011, c'était de 0,8. Le taux sans risque est de 2 %. Alors, les bons du Trésor payent du 2 %. Le rendement attendu par le marché est de 10 %. Quel est le rendement attendu par les actionnaires selon CAPM? Juste besoin de m'envoyer une compagnie. Les 5 premiers qui m'envoient une compagnie avec un bêta négatif, je vais vous donner un point. Alors, le taux sans risque est de 2 %. Le rendement attendu par le marché est de 10 %. Quel est le rendement attendu par les actionnaires selon CAPM? Donc, si je t'investis à la bourse, un portefeuille diversifié, je m'attends à faire du 10 %, qui est 8 % net d'inflation. Un bêta de 0,8 veut dire que je suis perçu comme moins risqué que le marché. Alors, le 8 % de loyer que le marché me paye en haut du taux d'inflation, j'ai juste besoin de 80 % de ce montant-là, un bêta de 0,80. Alors, j'ai besoin du 2 % plus 80 % du 8 % supplémentaire de loyer. Alors, ça va être du 8,4 % net. Donc, calcul. Bêta de 0,8, taux sans risque de 2, rendement attendu du marché du 10 %. Un portefeuille diversifié me donne du 10 %. Alors, pour BMO, je m'attends à faire au moins du 2 %. La prime du marché est de 8 %. Alors, le rendement réel du marché est de 8 % net d'inflation. Vu que le bêta est de 0,8, je veux juste 80 % de cette prime. Je veux juste 6,4 % de rendement réel au lieu du 8 % du marché. Alors, 6,4 % de rendement réel sur BMO, de rendement excédentaire, plus le 2 % d'inflation, je m'attends à faire du 8,4 % en inflation. L'action de BMO est perçue comme moins risquée parce que son bêta est plus petit que 1. Alors, bêta, c'est une donnée historique. Il se peut qu'il y ait des caprices mathématiques. C'est déjà arrivé que tu as des bêtas qui sont négatifs juste parce qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé qui était spécifique à la compagnie. Les actionnaires s'attendent à un rendement inférieur à celui du marché. Alors, pour BMO, on s'attend à du 8,4 %. Par contre, le marché te donne du 10 %. Tantôt, on a vu avec Gordon, ce modèle, on s'attend à du 9,5 %, mais pour CAPM, on s'attend à du 8,4 %. Maintenant, Gordon et CAPM, c'est deux modèles. Ces deux modèles, en réalité, ils reflètent juste 20 % des faits. Alors, 80 %, c'est de la volatilité. On est juste capable de représenter 20 % de la réalité avec Gordon et CAPM. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ces modèles? C'est parce que ces deux modèles, le 20 %, c'est les deux meilleurs modèles qu'on a. Alors, il n'y a aucun modèle qui modélise plus que 20 % de la réalité. Alors, on doit commencer avec quelque chose. On va commencer avec Gordon et CAPM. Donc, un exercice récapitulatif. J'ai une grosse compagnie. 1 milliard en actifs. 200 millions de dettes, on paye du 9 % sur la dette. 100 millions en actions privilégiées, les actionnaires privilégiés s'attendent à du 12 %. 700 millions en actions ordinaires. Le prochain dividende, alors le dividende dans un an sera de 4 $. Chaque action coûte 50 $. Le taux de croissance attendu de la firme, on s'attend que les ventes augmentent de 6 %, que les dividendes augmentent de 6 %, que les gains capitaux, le prix de l'action augmente de 6 % par année. Et cette compagnie est taxée à 30 %. Quel est le coût du capital de la firme? Donc, 20 % est financé par de la dette, 10 % par des actions privilégiées, 70 % par des actions ordinaires. La dette, c'est du 9 %. Les actions privilégiées, c'est du 12 %.
je vais utiliser soit CAPM ou Gordon pour trouver le rendement des actionnaires ordinaires. Alors ici, ça va probablement être avec Gordon parce que j'ai le dividende. Et par la suite, je vais calculer le coût du capital, le coût moyen pondéré du capital, sachant que la dette, le 9 % est déductible d'impôt. Alors 9 % avant impôt, je vais payer pour chaque dollar d'intérêt, j'économise 30 cents de taxes. Alors 9 % avant impôt, c'est comme 6,3 % après impôt. Donc, taux corporatif de 30 %, des actifs de 1 milliard, de la dette de 200 milliards. Donc, 20 % de ma compagnie, the weight of my debt, alors WD, le poids de ma dette est de 20 % et le coût de la dette est de 9 %. Alors, 20 % est financé par du 9 % déductible d'impôt. 100 millions en preferred shares. J'ai 10 % de ma compagnie qui est financée par des preferred. Les actionnaires privilégiés s'attendent à du 12 %. Et le reste, 700 millions, 70 % c'est financé par des common shares. Je ne connais pas le rendement attendu des actionnaires ordinaires. Donc, le dividende dans une période est de 4 $, le prix de l'action est de 50 $ et le taux de croissance est de 6 $. Quel est le rendement attendu des actionnaires ordinaires? Le prix d'une action au temps 0 est égal au dividende au temps 1 divisé par le rendement des actionnaires moins le taux de croissance. Alors, P est égal à dividende divisé par R moins G. Donc, 50 $ est égal à 4 $. Alors, le prix au temps 0 est égal au dividende de 4 $ au temps 1 divisé par le rendement attendu moins le taux de croissance de 6 %. J'isole le rendement attendu de mes common shares, 14 %. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé en chat une photo. Je ne peux pas l'ouvrir avec cet ordinateur. Si c'est pour avoir le point, envoie-moi-le par courriel à mon email durocher.marc@ucam.ca. Donc, la dette est de 9 %, les preferred shares sont de 12 %, les commons sont de 14 %. Quel est le coût du capital de la firme ou le coût moyen pondéré du capital, WACC, de la firme? Donc, 20 % de ma compagnie est financée par de la dette à 9 %. 9 % avant impôt. Après impôt, c'est comme si je payais du 6,3 %. Alors, 20 % de la compagnie financée par de la dette à 6,3 %. 10 % de ma compagnie est financée par des preferred qui s'attendent, des actionnaires privilégiés qui s'attendent à un coupon de 12 %. Et 70 % de ma compagnie est financée par des commons. Les actionnaires ordinaires s'attendent à du 14 %. En moyenne, le coût moyen pondéré, la moyenne de toutes les sources de financement après impôt de cette compagnie, 12,26 %. Ça va être le taux d'intérêt qu'on va projeter tous les projets avec. Alors, on va escompter tous les cash flows futurs à 12,26 % pour cette compagnie.